Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes au beau milieu d'une campagne présidentielle et nous savons combien cette période ne se prête pas à la bienveillance entre les partis concurrents. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal nous a également rappelé que l'heure ne se prête pas davantage à la bienveillance entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les premières heures de la présidence française de l'Union européenne nous ont démontré que l'Europe constituait, comme toujours, un bouc émissaire idéal en période de campagne électorale. Mais aujourd'hui, nous choisissons de vous proposer de prendre ces trois règles à contre-courant, en vantant le consensus entre les partis, le travail des députés et en louant le contenu d'une directive européenne. Les deux textes que nous avons l'honneur d'étudier aujourd'hui sont en effet plus que bienvenus. Bienvenus parce qu'ils étaient attendus. Notre pays a en effet l'obligation de transposer la directive européenne d'octobre 2019 portant sur les lanceurs d'alerte. Comme la plupart de nos partenaires européens, c'est avec retard que nous opérons la transcription de ce texte, car la date limite était le 17 décembre 2021. Il faut toutefois saluer le gouvernement français qui, en inscrivant ces textes à l'ordre du jour maintenant, permet à notre pays de démarrer sa présidence de l'Union européenne en respectant ses engagements sur ce sujet et en déplorant que seuls 4 pays ont d'ores et déjà adapté leur droit national sur cette directive. Finalement, la France fait figure de quasi-bon élève sur ce point. Mais mes chers collègues, pouvait-il en être autrement ? En effet, c'est bien la conception française de la protection des lanceurs d'alerte qui découle de la loi Sapin II qui a abouti à la directive que nous transposons aujourd'hui. Je remercie les représentants de la droite parlementaire qui ont salué les avancées pressenties dans ce texte et présentées dans ce texte en votant ce texte à l'Assemblée nationale. Ainsi, Olivier Marleix a su expliquer de manière convaincante au Palais Bourbon, d'abord dans son rapport d'évaluation de la loi Sapin II, puis en soutien au texte examiné aujourd'hui, la reconnaissance qu'il nous faut apporter à Irène Frachon, Stéphanie Gibaud, Antoine Deltour et autres lanceurs d'alerte célèbres ou inconnus. En effet, c'est par un vote unanime à l'Assemblée nationale que l'Assemblée a adopté les deux textes qui nous sont proposés. Soutien des députés Les Républicains, des députés La République En Marche, des députés de gauche. Même Mediapart a salué le progrès que représentaient les deux propositions de loi dans leur rédaction telle que sortie de l'Assemblée nationale. Le mieux est l'ennemi du bien, Madame la rapporteure. Et c'est pourquoi le groupe socialiste au Sénat avait choisi de ne pas déposer d'amendements mieux-disants en commission, afin de préserver les acquis du texte et de permettre une adoption rapide de ceux-ci. Il restait pourtant des possibilités d'amélioration. Certains envisageaient le recours au statut de salarié protégé, la création d'un fonds de solidarité, par exemple. Mais alors que tout le monde se félicitait de l'extension de la protection aux personnes morales à but non lucratif, de la reconnaissance des 3 piliers de l'alerte, de la définition des lanceurs d'alerte et des facilitateurs, ou encore de la lutte contre les procédures bâillons, et de la meilleure reconnaissance du rôle du défenseur des droits en matière de protection, nous avons été déçus des orientations de notre commission des lois. En effet, les amendements adaptés en commission des lois, sous l'impulsion probable de lobbies économiques ou de jusqu'au-boutistes du secret défense, ne vont pas dans la bonne direction. Les réactions ne se sont pas d'ailleurs faites attendre. Tout ce que le pays compte comme lanceurs d'alerte, tous ceux que vous avez auditionnés pour rédiger votre rapport, se sont élevés contre les modifications apportées au texte de Sylvain Waserman. Le Sénat avait déjà fait obstacle à la loi sur le devoir de vigilance. Le Sénat n'avait guère été coopératif sur la loi Sapin II. Chers collègues, à vous de montrer aujourd'hui que le Sénat peut se montrer à la hauteur des exigences de l'économie moderne en termes de protection des lanceurs d'alerte. Le XXIe siècle sera sévère avec ceux qui tentent d'esquiver les nouveaux standards. Ceux-ci sont indispensables pour faire face aux exigences que pose une économie dont les acteurs doivent être à la hauteur de la transition climatique et écologique, aux conséquences et aux risques de l'émergence du numérique et de l'exploitation de la donnée, et au respect de la dignité et des droits de chacun partout dans une économie globalisée. Nous avons la conviction que les entreprises qui jouent le jeu de la mise en place de dispositifs d'alerte interne sont souvent mieux protégées et plus efficaces
que ceux qui cherchent à esquiver leurs obligations. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, le groupe socialiste décidera de son vote en fonction du sort réservé aux amendements de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale, texte qui a su faire consensus. Madame la rapporteure, nous avons noté votre évolution entre l'examen du texte en commission et l'examen des amendements proposés en discussion en séance. Nous saluons ce mouvement, probablement dû aux alertes reçues dans l'intervalle. Au groupe socialiste, écologique et républicain, nous souhaitons que cette séance parachève cette évolution, permettant d'aboutir aussi rapidement que possible à un texte faisant consensus, car nous souhaitons que le Sénat, que le Parlement soutiennent l'adoption par la France d'une législation protectrice des lanceurs d'alerte et se conforme à ses obligations européennes. Je vous remercie. Merci, cher collègue.